Tu as sûrement vu la fortune d'Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, mais savais-tu que, bien avant eux, des personnes incroyablement plus riches ont décidé de contrôler le monde? Oui, tu as bien entendu, des familles avec des fortunes inimaginables qui ont façonné le destin du monde à leur avantage. Ce que je vais te révéler le savent très peu de gens. Accroche-toi, car je vais te raconter l'histoire fascinante des dynasties qui ont gouverné l'âge d'or des États-Unis. La dernière est la plus rare et celle qui s'est le plus camouflée. Commençons d'abord par la famille Rockefeller. Tu les connais probablement, mais pas de la manière dont tu penses. John D. Rockefeller est né en 1839 à Richford, New York, dans une famille modeste. Dès son jeune âge, il a démontré une aptitude exceptionnelle pour les affaires et une éthique de travail inlassable. À 16 ans, il travaillait comme assistant comptable et à 20 ans, il avait fondé sa première entreprise de produits agricoles. Mais c'est en 1863 que Rockefeller a vu l'opportunité qui changerait sa vie et l'histoire des États-Unis, le pétrole. Au fait, avant, il a fondé avec ses partenaires une raffinerie à Cleveland, Ohio, reconnaissant le potentiel du pétrole non seulement comme source d'éclairage, mais aussi comme carburant et matière première industrielle. Rockefeller a cofondé Standard Oil en 1870 grâce à des tactiques commerciales agressives telles que la négociation de tarifs préférentiels avec les chemins de fer et l'achat ou l'élimination de la concurrence. Standard Oil est parvenu à contrôler 90% des raffineries et des oléoducs des États-Unis. Incroyable. Cet homme, sans que personne ne s'en aperçoive, a éliminé sa concurrence par des pratiques qui ont influencé l'histoire. Cette position quasi monopolistique a attiré l'attention du gouvernement et du public. En 1911, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que Standard Oil violait les lois antitrust et a ordonné sa dissolution en 34 entreprises plus petites. Paradoxalement, cette fragmentation a encore accru la richesse de Rockefeller car les entreprises résultantes comme Exxon et Chevron ont connu une croissance significative. Cependant, au-delà de ses affaires, Rockefeller est rappelé pour son engagement philanthropique influencé par sa foi baptiste et sa croyance dans l'évangile de la richesse. Il a dédié une grande partie de sa fortune à des causes caritatives, fondant l'Université de Chicago en 1890, la transformant en une institution académique de renommée mondiale. Ce que les gens ne savent pas, c'est que Rockefeller a recréé le système éducatif à son avantage. C'est ici que commencèrent ses véritables investissements et manipulations. En 1913, il a fondé la fondation Rockefeller, axée sur l'amélioration de la santé publique, de l'éducation et des arts au niveau mondial. Son héritage philanthropique inclut également la création de l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale, précurseur de l'université Rockefeller, qui a été le berceau de multiples prix Nobel. La famille Rockefeller a poursuivi cette tradition de service public. Son fils John Jor a joué un rôle déterminant dans la construction du Rockefeller Center à New York et dans le don de terrain pour le siège des Nations Unies. L'influence des Rockefeller s'est étendue à la politique et à la conservation de l'environnement. Nelson Rockefeller, petit-fils de John, a été vice-président des États-Unis et gouverneur de New York. La famille a également joué un rôle crucial dans la préservation des parcs nationaux et des sites historiques. Mais pendant que l'image publique les louait, ils manipulaient le système américain et parvenaient à dominer l'époque. Maintenant, voyageons à l'histoire d'Andrew Carnegie. Celle-ci est plus intéressante. Né en 1835 à Dunfermline, Écosse, dans une famille de tisserands appauvris, Carnegie a émigré aux États-Unis à l'âge de 13 ans. Il s'est installé à Pittsburgh, Pennsylvanie, où il a commencé à travailler dans une usine pour. Sa soif de connaissance l'a amené à profiter d'une bibliothèque locale qu'un citoyen riche avait mise à la disposition des jeunes travailleurs. Carnegie a rapidement gravi les échelons, travaillant comme messager télégraphique et ensuite comme assistant personnel de Thomas Scott, un haut dirigeant de la Pennsylvania Railroad. Il a appris sur les investissements et les affaires et a bientôt commencé à investir dans des entreprises de fer et d'acier. Dans la décennie 2, il a fondé la Carnegie Steel Company qui a révolutionné la production d'acier en adoptant le procédé Bessemer, réduisant les coûts et augmentant l'efficacité. Cela a coïncidé avec une demande croissante d'acier pour les chemins de fer, les ponts et les gratte-ciel, ce qui a permis à Carnegie d'amasser une fortune énorme. Cependant,
Sa réputation d'homme d'affaires n'était pas exempte de tâches. L'incident le plus notable fut la grève de Homestead en 1892, où un conflit du travail dans l'une de ses usines a entraîné violence et mort. Bien que Carnegie ait été absent à ce moment-là, l'événement ternit son image et le poussa à réfléchir sur sa responsabilité sociale. Philosophiquement, Carnegie croyait fermement à l'idée que les riches ont le devoir moral de distribuer leur fortune de manière à bénéficier au bien-être public. En 1901, il a vendu Carnegie Steel à JP Morgan pour 480 millions de dollars, formant US Steel, la première corporation au monde valorisée à plus de 1000 milliards de dollars. Ensuite, nous parlerons de cet homme qui l'a acheté. À partir de là, Carnegie s'est consacré à la philanthropie, fondant plus de 2500 bibliothèques publiques dans le monde entier, reconnaissant le rôle crucial de l'éducation et de l'accès au savoir. Il a établi des institutions éducatives telles que la Carnegie Mellon University et le Carnegie Institute of Technology. De plus, il a créé le Carnegie Endowment for International Peace et le Carnegie Hero Fund pour reconnaître les actes d'héroïsme civil. Carnegie a également écrit prolifiquement sur des sujets sociaux et économiques, plaidant pour la paix mondiale et le désarmement. Mais tout n'est pas de bonnes nouvelles. Cet homme a également exercé un pouvoir trop grand pendant sa phase de prospérité, ayant une influence notable de contrôle sur la société. Andrew Carnegie a exercé un contrôle manipulateur, principalement à travers des pratiques commerciales agressives et des stratégies de travail favorisant ses intérêts commerciaux au détriment des travailleurs et des concurrents, contrôlant ainsi une grande partie de la main-d'œuvre à l'époque dorée. Au fait, si cela te semble intéressant, n'oublie pas de t'abonner et de suivre la famille Morgan. C'est une autre pièce fondamentale dans ce mosaïque de pouvoir et de richesse. John Pierpont Morgan, né en 1837 à Hartford, Connecticut, provenait d'une famille aisée avec des racines dans le secteur bancaire et a été éduqué en Europe. Morgan est retourné aux États-Unis avec une vision globale et une compréhension profonde des finances internationales. Aujourd'hui, on parle très peu de cette famille. En 1870, il a fondé Drexel Morgan & Co., qui est devenu plus tard JP Morgan & Co. Sa capacité à financer et à réorganiser des entreprises était légendaire. Il a joué un rôle central dans la consolidation de l'industrie ferroviaire américaine, sauvant et fusionnant des lignes de chemin de fer pour créer des systèmes plus efficaces et rentables. Morgan ne s'est pas arrêté là. En 1911, il a financé l'achat de Carnegie Steel en fusionnant avec d'autres entreprises pour former US Steel, la corporation la plus grande du monde à ce moment-là. Il a également été impliqué dans la création de General Electric et International Harvester, consolidant des industries clés. Sous son contrôle, son influence était si grande que lors de la panique de 1907, lorsqu'une crise financière menaçait de faire s'effondrer l'économie américaine, Morgan a réuni les principaux banquiers et a utilisé son propre capital pour stabiliser le système financier. En d'autres termes, cet homme a fini par contrôler l'économie mondiale. Cet événement a souligné la nécessité d'une banque centrale menant finalement à la création de la Réserve fédérale en 1913. Cependant, le pouvoir de Morgan n'a pas été exempt de critiques. Il a été accusé de monopoliser des industries et de manipuler les marchés, ce qu'il a effectivement fait en 1912. Il a été appelé à témoigner devant le Congrès lors d'audiences qui enquêtaient sur la concentration du pouvoir financier. Bien qu'aucune accusation n'ait été portée contre lui, les audiences ont conduit à des réformes financière et antitrust. En plus de ses activités financières, Morgan était un fervent collectionneur d'art et de livres rares. Sa collection privée est devenue la Morgan Library and Museum à New York, une institution publique qui conserve des œuvres de valeur inestimable. Après sa mort en 1913, son fils JP Morgan Jr. a continué l'héritage familial, bien qu'avec moins d'influence que son père. La firme JP Morgan & Co. a évolué au fil du temps et bien qu'elle ait fait face à des défis et à des réorganisations, elle reste une entité financière mondiale sous le nom de JP Morgan Chase. Les liens de manipulation économique ont influencé le développement de l'âge d'or. Enfin, mais non des moindres, la famille Dupont. C'est la moins connue et celle qui a le plus subtilement contrôlé l'époque. Les Dupont sont arrivés aux États-Unis en 1800 comme
immigrants français fuyant la Révolution française. Luther et René Dupont, le patriarche, ont établi une usine de poudre à Delaware en 1802, tirant parti de connaissances avancées en chimie. L'entreprise est rapidement devenue le principal fournisseur de poudre tout pour l'armée américaine pendant plus d'un siècle. Dupont a maintenu un quasi-monopole dans la production d'explosifs, ce qui leur a permis d'accumuler une grande richesse. Cependant, conscient des risques de dépendre d'un seul produit, la famille a commencé à se diversifier au début du XXe siècle. C'est ici que cela devient intéressant. La véritable transformation est arrivée avec l'incursion dans la chimie industrielle. Dupont a fortement investi dans la recherche et le développement, ce qui a conduit à la découverte et à la production de matériaux innovants. En 1935, Wallace Carothers, un scientifique de Dupont, a inventé le nylon, la première fibre synthétique au monde, révolutionnant l'industrie textile. Cela a entraîné un autre grand monopole, tout comme les précédents. Avec tant de pouvoir et d'influence, leurs décisions ont commencé à peser trop lourd sur la société. Plus tard, ils ont introduit d'autres matériaux emblématiques comme le téflon en 1938, connu pour ses propriétés anti-adhésives, et le Kevlar en 597-1965, une fibre résistante à la chaleur et 5 fois plus forte que l'acier utilisé dans les gilets pare-balles et les applications aérospatiales. Cependant, le succès de Dupont a également été accompagné de défis éthiques et environnementaux. La production et l'utilisation de certains de leurs produits ont généré des controverses. Le téflon, par exemple, a été au centre de poursuites judiciaires en raison de la contamination par l'acide perfluorooctanoïque, PFOS ou PFOA, un produit chimique utilisé dans sa fabrication et associé à des problèmes de santé. Ici, le contrôle s'est exercé d'une autre manière. On voit que les matériaux étaient nuisibles pour la santé et ils ont manipulé l'industrie pour continuer à produire au détriment des cas de toxiques et de contamination. L'entreprise a fait face à des amendes et a dû investir dans le nettoyage environnemental et des compensations pour les communautés affectées. Ces événements ont souligné la nécessité de responsabilité corporative et de transparence dans les pratiques industrielles. Malgré ces obstacles, Dupont a continué d'innover, fusionnant avec Da Chemical en 2017 pour former DaDupont, qui a ensuite été divisé en 3 entreprises axées sur l'agriculture, les matériaux et les produits spécialisés. La famille Dupont a également été influente en politique et en philanthropie, finançant des institutions éducatives et culturelles, et certains membres ont occupé des postes publics. Leur héritage est un mélange complexe de progrès scientifiques qui ont amélioré la vie moderne et de leçons sur les implications éthiques de l'industrie. Ces 4 familles n'ont pas seulement amassé des fortunes impressionnantes, mais ont également laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des États-Unis. Les Rockefeller ont façonné l'industrie pétrolière et redéfini la philanthropie moderne. Les Carnegie ont révolutionné la production d'acier et promu l'éducation et la paix. Les Morgan ont structuré le système financier et sauvé des économies en crise. Les Dupont ont innové en chimie, transformant des industries entières tout en naviguant à travers des dilemmes complexes. Chacune s'est occupée de son propre domaine et ensemble, elles ont manipulé toute une époque. Leurs actions ont façonné l'économie, influencé la politique et changé la société de manière que nous ressentons encore aujourd'hui. L'âge d'or a été plus qu'une époque d'opulence, c'était une période de transformation qui a établi les bases du monde moderne. Les décisions prises par ces familles, pour le meilleur ou pour le pire, nous offrent des leçons inestimables sur le leadership, la responsabilité et l'impact durable que quelques-uns peuvent avoir sur la vie de beaucoup. Alors que nous réfléchissons à leurs histoires, il est essentiel de reconnaître que leur héritage est multifacette. Leurs contributions à l'industrie et à la société sont indéniables, mais tout comme les controverses et les défis auxquels ils ont été confrontés. Ils nous invitent à considérer comment le pouvoir et la richesse peuvent être utilisés pour le bien collectif et nous rappellent l'importance de l'éthique dans les affaires et de l'innovation. Si cela t'a plu, n'oublie pas de t'abonner.